Génération de Toulouse, de laisser la parole à des gens. On a 2 personnes ici qui sont issues des services publics, qui vont venir témoigner, qui ont les cartes blanches. Nous avons des membres actifs de Jeunes Génération Haute-Garonne, et également fraîchement élus, les porte-parole du mouvement Génération de Toulouse. Voilà, donc chacun et chacune va faire une intervention, et ensuite Benoît Hamon prendra la parole. Donc je vais laisser tout de suite la place à Alice, Jeune Génération, et à Thibaut. Quant à moi, je m'appelle Thibaut Casal, je suis étudiant en 3e année de licence d'histoire à l'université Toulouse 2 Mireille Jean Jaurès. Nous formons, Alice et moi, le binôme de coordinatrice-coordinateur des Jeunes Générations Haute-Garonne. Tout d'abord, nous tenons à remercier Benoît Hamon pour sa présence ici ce soir. Qui ont participé à l'organisation de cet événement. Ici à Toulouse, et plus généralement dans notre Garonne, nous nous mobilisons quotidiennement pour diffuser les valeurs et les principes de génération. Par exemple, l'an dernier, nous avons pris part activement à la lutte contre la loi ORE et à la fusion des universités toulousaines. Un de nos plus chers combats est celui de la transition écologique. Il est anormal que dans notre pays, nous ayons laissé une agriculture intensive se développer. Une agriculture qui a un impact destructeur sur la biodiversité, les sols, l'eau, la nature, mais également dégrade notre santé et est source d'injustice sociale. Et c'est dans ce sens qu'en septembre, nous avons organisé ici l'étape toulousaine du Tour de France des alternatives agricoles, où nous avons pu rencontrer des agricultrices et des agriculteurs, des coopératives, des initiatives citoyennes et des élus qui vont dans le sens de cette transition agricole. Ce Tour de France a permis la création de manifestes. Il en est ressorti plusieurs idées. Nous voulons produire et consommer en respectant la nature et l'humain. S'assurer que les personnes qui vivent du métier de la terre puissent en vivre dignement. Nous voulons relocaliser la production, la transformation et la distribution alimentaire, ainsi que produire une nourriture saine pour tous. Dans un pays où la contestation monte, un pays dans lequel on se moque de la pauvreté, un pays qui n'offre pas aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes, un pays où l'homophobie et le racisme sont en constante augmentation, que devons-nous faire? Nous devons nous résigner en nous disant qu'on n'y peut rien. Nous nous y refusons. Nous devons être celles et ceux qui sont le rempart au libéralisme sans céder au populisme. C'est notre mission de redonner confiance à la gauche, de redonner confiance au peuple dans la gauche. C'est à nous de poser un frein à l'expansion des extrêmes, car nous avons vocation à apporter une alternative viable aux politiques dangereuses mises en œuvre par la droite et l'extrême droite. Les jeunes générations, nous devons permettre l'émancipation de la jeunesse, éradiquer la précarité chez les plus jeunes, avec, par exemple, le revenu universel qui pourrait être une source bénéfique pour la jeunesse, qui pourrait aider les jeunes à financer leurs études, à financer des stages professionnels, avoir les moyens de faire du sport et d'autres activités. Le revenu universel d'existence est le seul moyen pour permettre à tous les étudiants, les étudiantes et plus largement à toute la jeunesse de vivre décemment. Nous sommes la génération qui vient et peu importe ceux qui nous disent rêveurs, naïfs, utopistes,
Nous leur prouverons que les choses ont changé et que nous représentons ce changement. François Mitterrand disait en 1968 « Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort. » À nous de donner les moyens de construire un futur à notre image. Merci. Alors lors de cette soirée, on a voulu, et l'actualité là nous le démontre un peu plus tous les jours, laisser carte blanche à 2 personnes qui travaillent dans les services publics, Annabelle, qui est travailleuse sociale, et Joanne de la SNCF. Bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Voilà, je suis travailleuse sociale effectivement et déjà je vais faire un petit point parce que je pense que le travail social est méconnu, qu'on se représente le travail social de manière assez réductrice. Donc le travail social n'est pas seulement des aides financières ou bien un travail concernant la protection de l'enfance, parce qu'en général c'est ce qui est le plus connu. Un travailleur social rencontre des personnes qui appartiennent à des sphères de précarité, de grande précarité, des sphères liées au handicap ou bien aux personnes âgées. Toutes ces populations et ces personnes, effectivement, aujourd'hui, dans une société, comme l'ont dit mes prédécesseurs, dans laquelle il y a une logique libérale, ces personnes, effectivement, sont assez stigmatisées, sont assez responsabilisées de leur situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne lutte à... Si, justement, les politiques sont là pour lutter contre la précarité, si ce n'est pas contre la précarité qu'il faut lutter, c'est lutter contre les inégalités. Voilà. Parce que ça remet les choses en place, c'est-à-dire que ces personnes qui sont taxées, qui bénéficient souvent des minima sociaux, donc qui sont taxées de profiteurs, de fainéants, d'assistés. Voilà, mais ces personnes, à un moment, je me suis un petit peu perdue dans mon discours, excusez-moi. Voilà, donc, voilà, donc au-delà de ce que je voulais dire, c'est que donc, les travailleurs sociaux, effectivement, nous rencontrons cette population de gens stigmatisés par un accompagnement qui peut être ponctuel ou bien sur du moyen ou du long terme, et que le travail social est un secteur qui est en crise, donc on peut d'un service public effectivement, donc, je ne peux pas nommer, mais qui est en crise parce que nous ne sommes pas des services qui rapportons de l'argent, au contraire, hein, on coûte un pognon de dingue, tout le monde le sait, et du coup, il y a des secteurs qui sont de plus en plus, donc les services publics en règle générale, hein, tous les secteurs qui, à un moment, s'intéressent au care. Le care, c'est dire quoi? C'est dire prendre soin d'eux, s'intéresser à l'autre. Et effectivement, voilà, nous défendons des valeurs humaines. Et que défendre des valeurs humaines aujourd'hui dans une société telle que la nôtre, c'est vraiment ramer à contre-courant, c'est vraiment ne pas être entendu. Et que je pense que donc du coup, ces valeurs humanistes qui sont défendues ici, nous devons les porter tous et toutes au quotidien. Parce que l'humain, en tout cas, doit rester au centre de nos préoccupations. Je le dis. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, ça fait plaisir de voir autant de monde dans la salle. Honnêtement, là, c'est quand même un gros succès déjà, je pense qu'on peut dire. Moi, je me présente en quelques mots, Joanne Dodel Navarro. Je suis membre du comité Toulouse Centre, agent SNCF, syndicaliste. Vous comprenez bien qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, le service public ferroviaire, et plus précisément les petites lignes, celles qu'on entend parler depuis un moment. On va refaire juste l'historique par rapport à ces petites lignes, c'est un sujet hyper important de nos jours. C'est parti d'un rapport demandé par le Premier ministre à Jean-Cyril Spinetta, ancien PDG d'Air France. Il a été rendu public le 17 février et ce rapport a servi de base
à la réforme du ferroviaire dont vous avez entendu parler, j'en suis sûr, pendant le conflit social historique qu'on a tous vécu d'avril à fin juin. Un peu de chiffres pour illustrer l'intervention, juste pour voir où on en était et où on va être et où on est actuellement. En 1938, le réseau ferré, ça comptait 42 500 km de voies, de lignes. La SNCF, elle avait comme mission, entre autres, une mission de service public et elle servait à l'aménagement du territoire. De nos jours, le réseau ferroviaire en France, c'est 28 772 km de lignes exploitables, qu'on appelle. Des lignes qui sont encore où on peut faire rouler des trains. Nous apprenons dans ce rapport que pour M. Spinetta, il faudrait fermer un peu plus de 9000 km de lignes dans toute la France. 9 km de lignes parce que pour lui, ces lignes, elles ne sont pas assez fréquentées et finalement, elles demandent trop d'entretien pour ce qu'elles rapportent. Les petites lignes, certes, elles ont une fréquentation qui sont moindres, et encore, il y en a certaines où il y a quand même du monde dedans, parce que je suis contrôleur à la base, donc du coup j'en vois dans les trains, et elles participent au service public demandé à la SNCF. Pendant le conflit social, le Premier ministre a annoncé le 26 février que c'était pas au gouvernement de choisir s'il fallait supprimer ces lignes ou pas. Parce que c'était du coup aux régions, à un moment donné, de regarder ce qu'elles pouvaient faire. La phrase exacte c'était c'est pas à Paris de décider ce qui se passera en région. Les transférer en région, en soi, c'est pas si grave. Elles gèrent déjà les lignes régionales. Par contre, tout ce qui est entretien, c'est subventionné à ce qu'on appelle SNCF Réseau, qui après derrière dit à la région, tenez, je vous donne le temps pour faire à un moment donné des plans. Nous, dans notre région, on n'a pas à se plaindre parce qu'il y a eu quand même des plans de transport, des plans rail qu'on appelle, où il y a eu un investissement où on a rénové le ferroviaire. On n'est pas dans une région pauvre, mais ça va toucher quand même près de 40% de lignes en fait, de fermeture d'ici 2021 sur notre région Occitanie. Premier exemple, c'est la première décision qui a été faite, c'était de demander à la région Occitanie de financer le remplacement des caténaires. Les caténaires, c'est les lignes là, les fils électriques que vous voyez au-dessus des voies pour faire circuler un train entre l'axe La Terre et la Tour de Carole. Ça représentait 300 000 €. Sur notre région, comme je disais, c'était 40% de lignes de fermeture d'ici 2021. Et sur l'ancien périmètre de Midi-Pyrénées, pour illustrer un peu l'exemple, c'est l'usager qui prend le train de Auch qui allait jusqu'à Toulouse, qui va devoir prendre sa voiture ou un bus pour aller à l'île Jourdain, pour ensuite prendre un train pour aller jusqu'à Toulouse. C'est aussi, à un moment donné, l'usager qui prenait son train à Mazamet, qui ne pourra plus le prendre parce qu'en fait, de Mazamet à Castres, ce sera fermé. C'est aussi à un moment donné l'usager du coup de Axe jusqu'à la Tour de Carole qui ne pourra plus prendre le train parce qu'en fait la ligne sera fermée. Jusqu'à du coup le financement qui est demandé à la région, à un moment donné on va se retrouver avec les régions, elles n'ont pas non plus des financements énormes, donc du coup ça va être bloquant. C'est un rôle d'État stratège qui est abandonné. Le financement de l'État n'existe plus. L'Allemagne, et on l'a vu hier en plus dans un reportage, il y a un article qui est passé sur France Info, réouvre des petites lignes. Nous en France, il y a un réseau des lignes pour avoir moins de voitures dans les villages. Nous en France, à l'heure de l'urgence climatique, de la transition écologique, on va demander à l'usager de prendre un bus ou prendre sa voiture et multiplier du coup la pollution en fait. Et pour moi c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. La mission à la base c'était l'aménagement du territoire et ces petites lignes étaient là pour ça. Là clairement on va favoriser la pollution parce que notre État a décidé que finalement, c'était pas important le train, que c'était pas rentable. Je pense qu'il est nécessaire d'investir dans le train du quotidien, je le répète, pour avoir une vraie transition écologique. La ministre des Transports, hier, Elisabeth Borne, nous a dit qu'en quoi elle investirait toujours 36 milliards d'euros sur 10 ans. C'est un chiffre qui paraît énorme, mais finalement c'est rien. C'est rien que ce qui était déjà prévu en fait avant. Donc du coup, c'est pas des annonces. Déjà, ça, elle nous l'a annoncé pendant le conflit social qu'on a eu. Il faut savoir qu'en Allemagne, c'est 95 milliards d'euros qui sont investis. En Italie, c'est 94 milliards d'euros. Nous, c'est 36 milliards. Ça pose un réel souci concernant la politique d'aménagement du territoire voulue par le gouvernement. On isole les zones rurales en fermant des écoles, des hôpitaux et des bureaux de poste. Tout doit être centralisé dans la grande ville. Les personnes à l'extérieur, finalement, pour notre gouvernement, c'est pas important. Je sais pas si ça vous choque, mais moi ça me choque en tout cas. C'est une vision de tout le monde où pour eux chaque euro investi doit rapporter.
Et un monde qui est le nôtre, où un service public n'a pas vocation à être rentable, mais à rendre service aux citoyens, c'était ça sa mission principale. Je terminerai juste par citer Benoît Hamon, du coup, qui avait dit sur Europe 1 pendant le conflit, une politique ambitieuse en matière de chemin de fer est une politique dans laquelle le service public n'a pas à être excédentaire, profitable et bénéfique partout. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Mais depuis le début de la soirée, nous n'avons que des binômes paritaires, un homme et une femme. C'est pas une coïncidence, c'est pas un exprès, c'est que chez nous, le féminisme, l'égalité, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Alors notre mouvement est structuré dans ce qu'on appelle des comités locaux, et qui sont aussi des comités thématiques sur Internet, pour réfléchir à des sujets bien précis. Et si certaines d'entre vous veulent des renseignements sur les comités locaux de Toulouse et de la Haute-Garonne, sachez qu'on vous fera plaisir de vous renseigner, puisque là, juste avant l'entrée ou la sortie, pour tout à l'heure, on a des personnes bénévoles qui vous renseigneront. Alors, je vais vous présenter maintenant deux personnes qui viennent d'être fraîchement élues, puisque on a parlé d'égalité et féminisme, mais aussi la démocratie fait partie aussi de notre ADN. Ils sont fraîchement élus, Jacques Rénal et Véronique Chauveau, donc porte-parole de Mouvement Génération Toulouse. Bonsoir à toutes et à tous, c'est impressionnant. Donc, je m'appelle Véronique Chauveau, donc je vis à Toulouse depuis 28 ans, donc j'ai toujours pas l'accent, je suis désolée. Je suis bretonne probablement. Ça va peut-être vous parler, je suis particulièrement indignée par l'injustice, le développement de la pauvreté, le cynisme et l'irresponsabilité de nos dirigeants politiques face aux enjeux climatiques. Plutôt que de continuer à me lamenter après les dernières élections, j'ai décidé d'agir en répondant à l'appel de Benoît Hamon pour fonder le mouvement du 1er juillet à l'époque à Paris. J'y suis donc allée. Génération est née en partie d'une mobilisation citoyenne. Nous sommes très nombreux à n'avoir jamais appartenu à d'autres partis politiques. Nous sommes donc un tout nouveau parti, tout jeune, doté d'une charte et de statuts qui nous permettent d'expérimenter de nouvelles pratiques démocratiques, ce que nous disait Olivier justement. Nous respectons, donc je vous rappelle, la parité femmes-hommes à tous les niveaux. Il y a encore un peu de progrès au premier rang. Et à Toulouse, nous avons la chance de faire travailler ensemble des personnes d'expérience avec des nouveaux militants. Chacun y a donc sa place, et donc vous aussi, donc nous vous invitons à nous rejoindre. En ce qui me concerne, je fais partie du comité du Pont-Neuf. Voilà. Véronique, avant de reprendre la parole, je voudrais simplement continuer, poursuivre son discours pour vous dire que moi aussi, je suis nouveau en politique. C'est-à-dire qu'avant le 2 juillet 2017, je n'avais eu aucun investissement, aucun engagement partisan formel. Voilà. Et donc le 2 juillet, j'ai décidé de rejoindre ce mouvement parce que j'étais très séduit évidemment par ce programme, ces idées, cette promesse de renouveau que j'attendais depuis longtemps. Et donc depuis un an, on n'a pas chômé, et on n'a pas chômé pour produire du lien, pour produire la discussion entre nous. Et pour reprendre ce que vient de dire Véronique, moi j'aimerais que tous les gens qui viennent ici, on sorte en glace, s'ils ont une conviction, s'ils ont été touchés par les discours de Benoît, et peut-être, c'est-on jamais par les nôtres, qu'ils aillent voir nos amis qui sont au guichet là-bas, et puis ils verront effectivement qu'il y a des comités locaux qui sont prêts à les accueillir, une dizaine de comités locaux, si je ne me trompe pas, sur l'agglomération, une quinzaine sur toute
toute la Haute-Garonne, et puis des comités dans le Tarn-et-Garonne, le Gers, l'Ariège, bien sûr, même l'Aude, donc je suis sûr que... Les Hautes-Pyrénées, bien sûr. Et donc, tous ces gens-là sont prêts à vous accueillir de façon très conviviale pour discuter. N'hésitez pas, venez nous voir. Et puis, même si vous ne vous sentez pas encore tout à fait à l'aise avec cette idée de rejoindre vraiment un parti politique, il faut savoir qu'on a mis en place depuis quasiment un an maintenant, une série de cafés citoyens, qu'on appelle les cafés génération. Alors qu'est-ce que c'est que des cafés citoyens? Ce sont des lieux, des temps d'échange conviviaux pour informer, pour débattre, pour construire autour des grands thèmes qui fondent un peu l'ADN de notre mouvement. Et donc on essaye dans ces soirées-là, alors ça se passe les premiers mardis de tous les mois, pour l'instant. Alors je vais parler des cafés génération de Toulouse parce que c'est une action qui est en train de faire des petits un peu partout. C'est qu'il y en a qui se sont organisés à Ramonville, en Forêt-Bouconne, ou en tout cas pas très loin. Et donc on essaye de trouver dans ces soirées-là, de faire un équilibre entre des paroles d'experts qui vont venir nous parler d'un thème, et puis un débat ouvert. Et donc ce sont des soirées qui sont ouvertes à tous, militants, pas militants, experts, néophytes. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, en tout cas pour les cafés Génération de Toulouse, ça se passe au DAU, qui est pas très loin d'ici, au Déblanché, quelque part entre la place Saint-Pierre et la place de la Dorade. Un endroit très sympathique et convivial. Le prochain café Génération, parce que je ne vous l'ai pas dit, c'est tous les premiers mardis de chaque mois, donc le prochain, c'est mardi prochain, 6 décembre, sur le thème de la santé. Voilà, qui est évidemment un système à bout de souffle à bien des égards. Et je peux vous dire qu'on a pu comme ça déjà balayer un certain nombre de thèmes qui font vraiment partie, encore une fois, de nos thèmes au cœur de notre mouvement. La transition écologique, la démocratie et la liberté publique, l'inclusion territoriale, les services publics, évidemment on en a parlé, l'accueil des exilés bien sûr, l'accès à l'éducation, la gestion des communs. Véronique va nous en parler un petit peu plus en avant, parce que de toute manière... L'autre micro. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux, d'accord. Donc, oui, alors je repasse la parole à Véronique qui va nous parler des combats qui sont en cours à Toulouse, et il y en a quand même un certain nombre. Alors effectivement, à Toulouse, les combats ne manquent pas. Donc Toulouse, après s'être lamentablement illustrée par la vente d'un des rares aéroports rentables de France, et avec toutes les irrégularités qui avaient été dénoncées à l'époque et qui finalement font la une des journaux maintenant avec des rapports de la Cour des comptes. Donc après s'être déjà bien illustrée sur ce sujet, Toulouse poursuit le démantèlement du patrimoine et la dépossession des citoyens des biens communs. Alors on assiste à vraiment des événements marquants. La vente du patrimoine municipal, au lieu de le mettre à disposition de missions sociales comme la protection des femmes victimes de violences conjugales, on assiste en parallèle à de plus en plus de familles qui dorment dans la rue. Vous avez dû le constater, à Toulouse, c'est vraiment choquant, sans réaction de la mairie et encore moins de la préfecture. Et donc on voit aussi la vente du foncier aux promoteurs. Donc c'est les promoteurs qui font le schéma d'urbanisme de la ville. Donc il n'y a aucune cohérence. Ça suscite l'éloignement des familles toujours de plus en plus loin de la ville de Toulouse. Et donc on rejoint ce qu'expliquait Joël tout à l'heure sur les transports. Donc ça génère des besoins de transport, et comme on n'a pas les transports en commun, les gens sont contraints de prendre leur voiture et on voit autrement ce qu'ils expriment comme satisfaction. Ensuite, on a le choix totalement opaque et sans débat démocratique de maintenir une gestion privée de l'eau. Alors pour illustrer la grande démocratie qui se pratique dans notre belle ville, l'annonce a été faite dans la presse par le maire de la décision, alors que le vote des élus de la métropole interviendra le 13 décembre. Allez, vous apprécierez l'élégance. On a ensuite une pseudo-poursuite de la piétonisation du centre-ville.
Mais en même temps, pour reprendre une expression à la mode, la construction d'un nouveau parking à Jean Jaurès et pas de plan d'envergure pour des transports en commun au niveau de la métropole. Donc voilà, je rejoins aussi Joanne sur ce sujet qui expliquait qu'effectivement les transports c'est pour le centre-ville, mais au niveau de la métropole, les gens peuvent continuer à prendre leur voiture. Donc pour rejoindre aussi Alice sur le sujet de l'environnement, je vous donne rendez-vous le 8 décembre à 14h, on n'a pas encore le lieu, pour la marche pour le climat. Quelques mots de conclusion. Délégation systématique des services publics au secteur privé, vente du patrimoine, abandon des biens communs, hypercentralisation des processus de décision, déni de transparence, refus du débat démocratique, c'est ce qu'on connaît à Toulouse, et je suppose que ça doit vous rappeler quelque chose, puisque à Toulouse, comme en France, et comme au niveau de l'Union européenne, il y a partout, et depuis longtemps, on subit les ravages de l'idéologie néolibérale. Et pour ce qui est de la transition écologique, eh bien, chez nous, on prévoit quelques murs végétalisés dans le projet de la luxueuse tour Occitanie à Matavio. Et donc en même temps, sur le chantier du parking Jean Jaurès, en plein cœur de ville, cadeau à Vinci bien sûr, eh bien, on peut lire 400 places de voiture, 20 places de vélo. D'autres domaines, cherchez l'erreur. Pas de nouveau mot, je parle d'une nouveauté. Ça fait 40 ans que le néolibéralisme dirige les discours et distille son fiel dans les esprits. Et cette idéologie, car personne n'est une idéologie, sous couvert de pragmatisme, eh bien, elle nous propose pour seule ligne d'horizon la réussite individuelle qui fragmente le collectif, qui atomise la société. Et notre maire, Jean-Luc Moulin, n'a pas eu l'occasion de se vanter d'avoir fait du Macron avant Macron. Vous savez, Macron, c'est celui qui a dit qu'une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Quelque part, c'est vrai que dans leur vision de la société, dans leur grille de lecture, nous, en tant qu'individus isolés, nous ne sommes pas grand-chose face au pouvoir de l'argent. Mais ensemble, nous sommes tout. Ensemble, femmes, hommes, mouvements politiques, associations, unies au sein d'une vraie dynamique collective, une dynamique où toutes les bonnes volontés, toutes les sensibilités de la gauche écologiste ont leur place. C'est cette dynamique que nous devons construire ensemble. Et ce n'est qu'à ce compte-là que nous ferons gagner nos idées pour renverser la table et changer le modèle en Europe, en France et à Toulouse. Nous mesurons l'urgence écologique et nous croyons en la possibilité d'une société plus juste, plus inclusive, plus démocratique, plus équitable. Nous pensons que les inégalités sociales, culturelles, que la pauvreté ne sont pas une fatalité. Nous ne voulons ni Dieu, ni César, ni tribun. Nous sommes nombreux et ensemble, nous pouvons tout. Alors pour ce soir, certaines et certains, c'était la première fois que vous preniez le micro, donc je les remercie. Je vous remercie encore une fois. De différentes régions, de Perpignan également, de Narbonne, de Marseille. Encore merci pour toutes celles et ceux des comités locaux qui se sont investis pour organiser cette soirée, et plus particulièrement Morgane.
commençais d'ailleurs par le dire, et aussi un salut fraternel à ceux qui, il y a quelques semaines, étaient aussi nombreux pour écouter Refrain. Peut-être qu'il y en avait qui étaient là la dernière fois, qui sont là aussi. Moi, je pense que, sans doute, on le verra sur le fond, quand on a beaucoup de choses qui nous rapprochent, il faut se réjouir qu'il y ait 2 belles salles pour la gauche. En tout cas, moi, je pense que c'est la gauche, dans les 2 cas. 2 belles salles pour la gauche. Donc, comme il était là avant moi, je crois, il y a quelques semaines, je leur envoie à ceux qui étaient venus le voir et à lui un salut amical, parce que ça me fait plaisir qu'on soit après eux aussi nombreux à montrer que dans ce pays, ceux qui croient en la solidarité, en l'hospitalité, en la justice, en l'égalité, sont si nombreux. Je voulais commencer par ça. Je sens que je vais avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que me mettre des hommes là, des femmes là, il y a 2-3 petits caïds du néoconservatisme à Paris pour dire ça y est, Hamon s'est converti, il sépare les femmes et les hommes, c'est le comble de l'islamo-gauchisme est arrivé. Je vois déjà du mot dire ça y est, il y a 2-3 personnes venant de la gauche qui ont fait une grande transhumance pour bien venant de la gauche, parce que ceux qui confondent haine des religions et haine d'une religion en particulier et laïcité sont plus de gauche. Si on regarde ce qui est la grande loi de 1905, elle ne disait pas ça. En l'occurrence, vous avez changé tout ça, mais on a failli, j'ai donc failli avoir des problèmes. Bon, je voulais vous remercier, vraiment remercier les générations d'avoir organisé cette réunion ici à Toulouse. Je vais évidemment commencer par vous parler de ce dont ceux qui m'ont précédé ont parlé, et commencer par l'actualité, à la fois ce qui a été le discours du président de la République aujourd'hui et la réponse qu'il formule à un mouvement, celui des Gilets jaunes, qu'on ne peut pas résumer à une mobilisation contingente à la question des carburants, qui vient de plus loin, qui est une convulsion de la société française qu'il nous revient de regarder, d'observer, d'analyser et de voir si les problèmes qu'elle pose parlent à la gauche et comment la gauche doit y répondre. Quand je dis la gauche, j'y entends, et vous le verrez dans mon propos, la gauche et l'écologie politique, parce que je ne conçois pas aujourd'hui qu'on puisse être de gauche sans être écologiste, et d'ailleurs que l'écologie puisse être autre chose que de gauche, parce que si l'écologie pense qu'elle peut un jour gouverner avec les libéraux, un jour gouverner avec la gauche, ça veut dire qu'elle s'accommode d'un système libéral, d'un capitalisme qui est si prédateur qu'il met en danger l'avenir de l'humanité sur la planète. Bref, qu'elle cesse donc d'être écologiste, cette écologie-là. Donc, je me sens là aujourd'hui parler, non pas au nom, mais comme un membre de cette grande famille de la gauche et de l'écologie politique. Qu'est-ce qu'on doit dire de ce mouvement des Gilets jaunes? Moi, je veux le regarder pour ce qu'il est. Parce que c'est le premier mouvement, après tout, qui bouscule Macron. Non mais, jusqu'ici, pour la première fois, quelque chose bouscule Macron. Bouscule ses certitudes, vous ne croyez pas une seconde. Non, ça c'est pas une seconde. Et on dit souvent que le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, c'est la certitude. Et c'est là-dedans qu'il est aujourd'hui. Il pense toujours qu'il est, lui seul, plus intelligent que nous tous, que tous les Gilets jaunes, que tous ceux qui se mobilisent, bref, que toute la nation. Mais bon, il faut dire qu'on a des institutions qui favorisent ce genre de pathologie-là. C'est ceux qui pensent, tous les 5 ans, peut-être tous les 7 ans, quand leur cerveau se concentre le génie de la nation supérieur au génie ou à l'intelligence collective. Bon, il est dans cette certitude-là, mais pour une fois, il a été discuté. La question est de savoir quelle est la nature de ce mouvement. Moi, je pense qu'il y a une passion, et je crois que cette passion, elle est très ancienne, elle précède même la Révolution, elle explique la Révolution, et elle a continué à se répondre. Il y a une passion au cœur du peuple français qui est la passion de l'égalité. Et la passion de l'égalité, elle trouve 2 formes à se réaliser. Elle peut se réaliser de manière positive, conquérante, émancipatrice, en demandant des droits pour tous, et en censurant ensuite que ces droits inscrits dans les textes soient des droits vécus, expérimentés, réels. Mais la passion pour l'égalité, elle peut aussi se transformer
une vague négative, et c'est Tocqueville qui le disait quand il analysait la Révolution et les similitudes qui existaient entre la France de l'Ancien Régime et la France de la Révolution, il disait cette passion pour l'égalité, elle peut aussi donner naissance à un mouvement qui va non pas réclamer des droits pour tous, mais finalement l'absence de droits pour tous. La remise en cause de tous les privilèges, finalement, objectif louable, mais qui viserait davantage à s'assurer que tout le monde est mal pour que tout le monde soit dans la merde, puisque je le suis moi aussi. Et je vais vous donner cette expérience que j'avais faite dans la présentielle qui m'avait beaucoup marqué. Pendant les primaires, je voulais faire un petit bouquin que j'ai pas pu parce qu'il y a eu les primaires, parce qu'on a gagné les primaires, ça nous a un peu détourné les projets d'édition. Un petit bouquin d'entretien avec des Français que j'ai rencontrés, avec lesquels j'avais passé beaucoup de temps, et où voilà, je passais du temps à discuter avec eux, et j'avais rencontré une femme, alors elle ressemblait à beaucoup d'autres femmes que j'avais sur mon territoire, ma circonscription. C'était une circonscription où il y avait aussi de la pauvreté, mais qui est une femme mère célibataire au RSA, qui ne travaillait plus. Et on avait échangé. Et au terme de l'entretien, je lui avais dit, mais si vous étiez présidente de la République, quelle sera la première chose que vous ferez? Elle me regarde, elle me dit, vous baissez votre salaire. Et je lui dis, mais me baisser mon salaire, ça n'améliorera pas le vôtre. Je lui dis, je sais, mais ça vous fera mal. Prenez au sérieux cela. Parce que dans un mouvement comme celui auquel on assiste, il peut y avoir le désir de faire mal autant que le désir d'avoir des services publics, des augmentations de salaire, des pensions confortables. Le désir de culbuter un système, de le démolir, d'en découdre autant qu'il peut y avoir le désir de donner une plus grande cohésion, une plus grande égalité. Et nous sommes dans un moment où nous ne savons pas sur quoi ce mouvement débouchera dans ses suites, s'il s'élargira, quelle est la direction qu'il prendra. Pourquoi? Parce qu'à force d'avoir affaibli les corps intermédiaires, personne ne parle au nom des Français qui se mobilisent. Mais lors du mouvement des Gilets jaunes, comme dans les précédentes mobilisations, moi je ne fais pas beaucoup de différence entre ce qui se passe aujourd'hui dans la rue et ce qui a pu se passer de manière éparpillée, mais si nombreuse partout sur le territoire, quand les uns défendaient une ligne de chemin de fer qui allait fermer, quand on défendait une maternité qui allait fermer, quand on défendait de pouvoir garder un peu de pouvoir d'achat quand on était un retraité et qu'on avait très peu pour vivre, quand on était mobilisé dans un EHPAD pour avoir des conditions de travail décentes et simplement faire son travail, et qu'en face, on n'avait personne. Parce que la réalité du dialogue dans la société française entre le sommet, peu importe que ce soit le sommet local, le sommet national, et ceux qui protestent, réclament, revendiquent, demandent, c'est que ce dialogue n'existe plus. Ça ne date pas de Macron, ce problème. Ça s'est renforcé sous Macron, mais ce problème existait déjà. L'absence de prise en compte de l'avis des citoyens sur les décisions qui les concernent. En clair, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est la parole d'un directeur d'hôpital, c'est la parole d'une agence régionale de santé, c'est la parole d'un préfet, c'est la parole parfois d'un maire, c'est la parole d'un fonctionnaire parfois, d'un chef d'entreprise, d'un technocrate, peu importe. Ce sont ces gens qui savent mieux que tous les autres ce qui est bon pour eux. Et de cette absence de dialogue, aujourd'hui, eh bien, est née une frustration et un mécontentement considérable qui amène à ce que dans ce mouvement social auquel on assiste, on entend des choses aussi contradictoires que fin de l'URSSAF, remise en cause du parlementarisme, destitution de Macron et SMIC à 1800 €. En gros, le site du Nati, pour ceux qui s'en souviennent, à une époque, c'était des revendications très anti-système, notamment très anti-sécurité sociale et cotisation sociale des artisans, des commerçants, des professions libérales, des travailleurs indépendants, et pour le SMIC à 1800 €, je ne sais pas quel est le parti qui défend le SMIC à 1800 € aujourd'hui, mais le parti de gauche, on va dire. Donc tout se mélange. Tout se mélange sans qu'il n'y ait plus personne avec qui discuter. Et d'ailleurs, vous avez deux rugis qui arrivent, alors sur France Inter, c'était bon ça. Deux rugis, tranquillement, qui disent oui, mais bon, c'est quand même un problème avec sa voix, etc. Il y a toujours l'impression qu'il y a un truc coincé ici. C'est peut-être les principes. Et donc,
négociation, aucune concertation, ni en amont des décisions, ni une fois qu'elles étaient annoncées. Bref, on méprise absolument ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, et dès que ça commence à tanguer, on se plaint du fait qu'on n'est pas d'interlocuteur. Et ça, ce sont les conséquences d'une vraie dérive de la démocratie française, non pas la démocratie. Des institutions telles qu'elles fonctionnent, et d'une sécession des élites françaises, indiscutable, d'une sécession des plus riches, au moment où, là singulièrement avec Macron, les élites du CAC 40 fusionnent avec les élites de la haute fonction publique, autour d'un seul et même agenda politique, et avec un seul et même chef. C'est ça qui se déploie depuis maintenant plus d'1 an. Avec des précédents, il y avait des choses faites avant, le Welcomery, etc., et d'autres préparaient tout cela. Mais là maintenant, Claire avait les boutonnés, avec un agenda qui est un agenda de réforme, mais clairement de remise en cause de tout ce qui faisait les préférences collectives françaises, un haut niveau de service public, une protection sociale, une université de qualité, bref, etc., etc. Vous allez le voir, méthodiquement tout ça est mis en cause. Et tout ça a été mis en cause sans qu'aucune discussion, aucun dialogue n'existe. Et après, vous avez De Rugy et quelques autres qui s'étonnent de ce qui se passe. Alors, quelles sont les réponses qu'on peut formuler à ce mouvement et plus généralement à la protestation ou à la clameur qu'il incarne? Il y a des réponses de court terme, et c'est comme ça que je réagirai au discours d'Emmanuel Macron, et puis des réponses à plus long terme. Puis si vous le voulez bien, que j'aurais dit ça, je vous parlerai 3 minutes, peut-être 4, de la gauche. Qui est en bonne santé quand même. D'ailleurs, pour ça, vous êtes tous là. Et ouais. Mais je vais d'abord revenir sur les réponses à ce mouvement. Moi, j'ai dit, je crois que j'ai dit à la défense, d'ailleurs, quand je suis écrit l'interview, moi, je vois 2 choses dans ces mouvements. Il y a on nous plus, ça va vite. Et puis alors, on nous plus nous, mais absolument pas les banques, absolument pas Total, absolument pas les plus riches. C'est toujours les mêmes qui sont plumés. Et SO, non. Objectivement aujourd'hui, les efforts, qu'il s'agisse de financer la transition écologique, qu'il s'agisse de financer la croissance qui ne revient pas et les emplois qui derrière devraient revenir, etc., ce sont aussi les mêmes qui les font. La transformation de notre protection sociale, les efforts sont encore faits par les mêmes. La transformation de nos services publics, les efforts sont faits encore par les mêmes. Bref, oui, on non plus, et avec des gens qui vous disent, parfois, le prix du carburant est trop cher, mais aussi, écoutez, je ne comprends pas bien. Je gagne tant, je paye tant d'impôts. Pourquoi est-ce que chez moi, j'ai 4 fois moins de services publics qu'à 100 km? Parce que, alors que je paye les mêmes impôts, j'ai pas de ligne de chemin de fer, ma maternité ferme et je vais avoir le droit à un service de santé appauvri, c'est-à-dire quelques médecins généralistes dans le cadre d'un centre de santé qui sera financé par les collectivités locales, c'est-à-dire avec des impôts locaux, donc je vais payer 2 fois pour un service auquel les autres ont le droit en ne payant qu'une fois. Si j'ai plus de maternité demain, j'aurai moins d'école. Pourquoi est-ce que moi je paye tant d'impôts pour aussi peu de contrepartie dans le service public? Ça, c'est une question centrale pour la gauche. Parce qu'on parle du consentement à l'impôt, la réalité de la justice fiscale, c'est-à-dire la mise à contribution de chacun à hauteur de ses facultés contributives, donc de ce que je peux. Elle a un codicile immédiat. C'est que si on demande aux uns et aux autres de payer à la hauteur de ce qu'ils peuvent, il faut qu'en contrepartie, on assure l'égalité devant les services publics. Et un certain nombre de ces services élémentaires dont on pense qu'ils garantissent la liberté de tous. Pourquoi est-ce qu'on fait l'égalité? Parce qu'on pense que s'il n'y a pas égalité des droits, il n'y a pas de liberté. C'est pour ça qu'à gauche, on est différent de la droite d'ailleurs. C'est que nous, on croit que personne n'est libre s'il est sans droit. Si demain, on vous dit que la liberté, c'est si je veux travailler plus, je travaille plus. Si je veux vendre un rein, je vends un rein. Si je veux louer mon ventre pour faire un enfant, je peux le faire. Si je veux faire travailler les enfants, je suis libre, pourquoi ça m'empêcherait? Ah oui, mais cette liberté-là, ça existe. Hein. C'est la liberté individuelle, et c'est un tel sanctuaire qu'évidemment la société n'a rien à faire pour perturber mes désirs, mes fantasmes, mes aspirations, etc. C'est pas l'idée qu'on se fait, nous, de la liberté à gauche. Nous, on a toujours pensé que quelqu'un qui était dans la nécessité, dans le besoin, qui n'avait pas d'autre choix que de faire un pas à gauche pour survivre, n'était pas libre. Et parce qu'il était déterminé par le besoin et la nécessité, il fallait lui donner le droit à la santé, le droit à la connaissance, donc à l'éducation, le droit
droit au logement pour qu'ils puissent être libres, s'émanciper, s'épanouir. Eh bien aujourd'hui, des politiques qui cassent les services publics, qui disent égalité devant l'impôt mais inégalité devant les services publics, qui remettent donc en cause des droits fondamentaux. Elles créent de la contrainte, elles créent du stress, elles emprisonnent les gens sur les territoires, elles les assignent à résidence et elles créeront une colère qui se traduira forcément en violence sociale au départ, mais une violence qui peut largement déborder. Soyons lucides là-dessus. Et c'est à cela que nous, on doit répondre. Moi, je ne suis pas dupe de ce qu'on a pu entendre dans des mobilisations de gilets jaunes. Notamment parce que parmi eux, il y a aussi des racistes, des intolérants, des antidémocrates, des gens qui croient profondément que c'est le moment, ça y est, ça va être leur grand soir à eux, et qui vont pouvoir basculer les institutions pour les faire passer du mauvais côté de la force, c'est-à-dire du côté obscur et du totalitarisme. Oui, il y a ça. Mais nous, on doit regarder ce qui justifie aujourd'hui que cette clameur et cette protestation soient soutenues par 8 Français sur 10. Il y a un paquet de jambon, je crois, là-dedans. Et en tout cas, qui, même si eux ne sont pas des racistes et disent attendez, c'est un scandale, etc., bah, on en a d'être plumés pendant que certains voient leur ISF baisser, voient la taxe sur les capitaux baisser, mise en place, voient en gros tous les prélèvements sur le capital être réduits, voient la taxe sur les transactions financières européennes toujours pas en place, voient qu'on fait des mamours, des génuflexions devant la City à Londres pour qu'ils viennent chez nous et que la place boursière française soit la plus compétitive en Europe. Alors là, bon, ben merci, ok, je sais pas ce que vous gagnerez à ça, mais rien, d'ailleurs, je vous le dire tout de suite, mais bon, on sera très content de savoir que la City, maintenant, c'est chez nous. Et bon, merci en tout cas, sûr que les donateurs de Macron seront plus nombreux à sa campagne, à sa prochaine campagne, mais j'observe qu'il y a 144 000 euros de dons d'origine inconnue. Je sais pas, moi j'ai vu une information judiciaire, je ne sais pas plus, mais c'était un sujet que je crois avoir adopté dans la campagne présidentielle. Si mes souvenirs sont bons. Peut-être que la justice, en tout cas, nous éclairera sur des informations que le candidat Macron à l'époque n'avait pas voulu nous donner. Il faut observer aussi que quand il a fait la loi sur la transparence de la vie politique, il a oublié ce point-là. Sur la transparence des dons en Allemagne, au-delà de 3 000 euros, vous devez connaître l'identité de celui qui donne. Ah oui, parce que c'est pas totalement neutre. Et si vous voyez qu'il y a la moitié du conseil d'administration de Monsanto France qui a fait des dons, ah mais je dis ça, parce que c'est pas le cas. Mais c'est pareil que Sanofi, c'est pareil que la Fédération bancaire française. En tout cas, moi je dis que ça peut être une information utile aux citoyens de savoir si c'est le cas ou pas. Bon, mais j'observe qu'il n'a pas été jusque-là. Mais voilà, aujourd'hui, les gens disent non plus, pas tout le monde, et qu'il n'y a qu'une seule chose qu'on n'intéresse pas dans ce pays, c'est la fortune, en réalité, puisque eux bénéficient de larges cadeaux fiscaux. Il y a ça, et je le disais avant, on ne peut nous prendre pour des imbéciles, puisque quoi qu'on dise, on nous dit qu'on a tort. Donc dans ce mouvement-là, nous, notre responsabilité, elle est d'identifier ce qui ne va pas. Les inégalités, une mauvaise répartition des richesses, un travail qui n'est pas rémunéré à la hauteur de sa contribution à la création de la richesse, des services publics qui ne sont pas au rendez-vous sur tous les territoires. Voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que nous devons dire aujourd'hui. Et dans l'immédiat, que faudrait-il faire? Sur les questions sociales, je vous le dis tout de suite. S'il y a une réforme qu'il faut suspendre immédiatement, c'est celle des retraites. Parce que celle qu'il faut suspendre, c'est celle-là parce que son impact sur le niveau des pensions, alors pas pour les retraités actuels, mais les futurs retraités, nous savons qu'elle se traduira par une baisse des pensions. Et la stratégie est toujours la même. Au fond, la motivation de ceux qui veulent réformer la retraite aujourd'hui n'est pas différente de celle qui les ont précédés. Il faut que ça coûte moins cher. Et pour que ça coûte moins cher, il y a ceux qui ont dit allongeons la durée de cotisation, repoussons l'âge de départ à la retraite, même s'il n'y a pas d'emploi dans ce pays, mais on va allonger, on va et en espérant que donc du coup on verse un peu moins de pension, puisqu'il aura fallu travailler plus longtemps et qu'on n'aura pas forcément réussi à le faire. Peu importe. On allongeait la durée de cotisation, on repoussait l'âge de départ à la retraite pour que
Mais maintenant que ce gouvernement pense qu'on est arrivé au taquet pour ce qu'on peut demander aux travailleurs de faire, constatant par ailleurs qu'il y a moins de travail dans ce pays, qu'est-ce qu'on fait? On change le système, non pas pour demander aux gens de travailler plus, mais pour directement moins leur verser de pension. Et c'est ce qui se passera puisque la valeur du point sera renégociée par l'État chaque année, et qu'on sait que selon le mode de calcul tel qu'il est déjà sur la table, rien que pour l'éducation nationale et les fonctionnaires de l'éducation nationale, ça se traduira par une baisse des redoutables de leur niveau de pension. Et je leur dis aux profs, bon, j'ai compris, ils sont aussi méfiants à l'égard de leur syndicat que partout ailleurs, mais franchement, dans l'éducation nationale aujourd'hui, ça ne bouge pas beaucoup. Moi, je veux dire, cette passion pour Blanquer, ça commence à... Non, mais sérieusement, on est... à part la remise en cause de la réforme des rythmes scolaires, qui a été la grande victoire de Blanquer, quelle victoire? On est tout le monde des gamins, moi je ne suis pas sûr que ce soit tout le monde des gamins, mais enfin, aujourd'hui, qu'ils le sachent, dans la réforme par point des retraites, les jeunes professeurs, ceux qui sont encore en carrière, en prendront plein la tête. Donc celle-là, cette réforme-là, il faut la suspendre immédiatement. Voilà ce que sur le plan social, on pourrait commencer par faire si on veut s'intéresser au pouvoir d'achat qui sera celui des futurs pensionnés. Mais plus globalement et plus concrètement sur la fiscalité écologique. Moi j'ai écouté le président de la République. Moi, un bon point, il dit qu'il va ouvrir une concertation. Bon, c'est la première fois. On dit qu'il ne parlait pas assez, on va lui reprocher de lui en parler. Bon, on va dire, Macron, il ne peut pas dire au président que vous n'écoutez pas les gens, puis dès qu'il se dit qu'il va les écouter, il dit ah, non, je suis sûr que vous n'allez pas les écouter vraiment. Au fond, je pense un peu. Mais je ne vais pas le dire tout de suite. Et donc, il faut laisser sa chance à cette concertation, d'ailleurs, parce qu'elle peut s'appuyer sur un mouvement social qui continue à inquiéter et à fragiliser le gouvernement. Et à ce moment-là, il peut y avoir des résultats dans ce dialogue social. Donc donnons-lui une chance. Et après, regardons ce qui s'est passé. Alors vous savez, c'est le président, moi j'ai toujours aimé en sport automobile, il y avait des petits logos partout. Voilà, il y a un gros logo EDF comme ce matin dans le discours. Parce que sur le nucléaire, on a quelqu'un qui nous dit déjà, vous voyez, je fais des efforts sur le nucléaire. Juste avant, ils ont repoussé de 10 ans le moment où on les porte à 50% de notre mix électrique, la part du nucléaire. Dans la loi transition énergétique, c'était 2025. Il l'a repoussé en 2035 et il nous a fait quelque chose sur oui, mais le nucléaire, c'est une énergie de souveraineté. Je rappelle qu'on n'a pas un gramme d'uranium et donc pour faire de l'électricité, le matériel de base, aujourd'hui, nous allons le prendre ailleurs, dans des pays d'ailleurs dans lesquels on entretient des relations directes avec les gouvernements au point de se demander si c'est pas nous qui les choisissons. Je pense notamment parfois à ce qui se passe au Niger et au poids et à l'influence qui a été celle d'arriver à EDF dans ce pays-là. Mais nous sommes dépendants aussi avec le nucléaire. Mais c'est surtout qu'on ait en tête que je crois que c'est 40 de nos réacteurs, où la plus grande majorité de nos réacteurs arrivent en fin de vie, c'est-à-dire à 40 ans, en 2025. On sait que les investissements nécessaires au fait de prolonger la vie d'un réacteur sont considérables. Ce qui veut donc dire qu'on va surenchérir le coût de l'électricité produite et surtout détourner des investissements qui sont par ailleurs indispensables vers les énergies renouvelables. Donc le choix du mix énergétique tel qu'il a été affiché par le président de la République est d'un incroyable conservatisme et tourne totalement le dos à ce qu'était l'ambition de modifier notre mix énergétique, ignorant d'ailleurs souverainement les risques qu'il y a aujourd'hui à multiplier les déchets, outre le fait qu'on continue à courir derrière ce projet qui est un gouffre financier de l'EPR, gouffre pour les pays dans lesquels on veut le mettre en place, je pense à la Norvège et l'Angleterre, et gouffre pour nous-mêmes, et qu'on va continuer à mettre de l'argent pour que le lobby EDF puisse avoir la programmation qu'il souhaitait, et en l'occurrence, il l'est. Alors il y a des choses après, il y a des petites choses sur le photovoltaïque, sur l'éolien terrestre, et l'éolien en mer, même si on dit tout de suite que, attention, parce qu'il faudra quand même faire attention que si on fait de l'éolien
citoyen, comme ça attaque un peu le paysage, c'est pas faux. Si les gens ne sont pas d'accord, on n'en fera peut-être pas autant. Donc c'est déjà conditionné à l'acceptation de cela. Moi, je pense qu'il faut y travailler, je pense qu'il faut évidemment entendre les gens, mais il y a beaucoup de points d'interrogation. En réalité, ce président de la République n'est pas prêt aujourd'hui à opérer la transformation de notre modèle de développement nécessaire si nous voulons éviter le scénario que l'on connaît, qui d'ici 2020 suppose que l'on inverse les émissions de gaz à effet de serre. Sinon, nous aurons un réchauffement de la planète de plus d'1,6 degré. 1,6 degré, c'est ce qu'on appelle le point de bascule. Et à ce point de bascule, nous rentrons dans un processus irréversible qui, selon ce que sera le scénario 2, 3, 4, 5 degrés, nous amènera à constater la fonte définitive de la glaciaire, définitive, dont je rappelle qu'une fois qu'elle aura totalement fondu, le niveau des mers aura augmenté de 7 mètres. Donc avec des conséquences sur le littoral considérables, des conséquences sur les migrations de population considérables, et pour peut-être pas les plus vieux, mais des gens qui sont bien vivants ici, là, je ne dis même pas 2100, mais avant 2100, des situations qui vont être des situations à court terme, inédites, quand je dis inédites, tellement nouvelles, tellement tendues, tellement difficiles, qu'elles ne précipiteront que des conflits. Que la volonté de rejeter l'autre, que la volonté d'essayer de se préserver son petit bout de terre vivable, et donc que du mauvais. Or, ces décisions, elles sont pour maintenant. Et elles supposeraient de transformer, là je ne vais pas dire radicalement pour donner l'impression que c'est, quand on dit radicalement, l'impression que c'est pas possible. Alors que c'est possible. De transformer significativement notre modèle de développement. Alors qu'est-ce qu'on propose nous? Parce que moi, plutôt que de commenter ce qui ne changera rien, on va essayer de mettre sur la table ce qui pourrait changer les choses. Moi j'aurais rêvé, je le disais à quelques journalistes tout à l'heure, qui me disaient mais alors, qu'est-ce que vous pourriez faire? Et ils ont raison, quelles sont vos solutions? J'aurais rêvé que le jeune président, qui est moderne, que tout le monde aimait, en tout cas au dehors de la France, compris quoi? Et qui en plus a des super références toujours, qui parle un anglais correct, c'est-à-dire honnêtement, plutôt je crois par rapport à la moyenne des présidents français. Vous avez un déplacement international avec François Hollande, là, franchement, j'ai jamais fait de déplacement avec Sarko, parce que moi, Sarko c'était pire, donc j'ai dit du coup en anglais, mais lui c'est bon, donc il a plu immédiatement, le taille, tout ça, les étés, toutes les émissions à la mode se l'arrachaient, Emmanuel Macron, etc. Bon, bref. Et donc moi je me suis dit, ce type a l'opportunité, confronté à un défi pour la nation et pour le monde qui est existentiel, il a l'opportunité de se hisser au niveau de son époque. C'est-à-dire de dire à son pays, à ses concitoyens, à la nation française, je vous propose, sur le long terme, un projet qui nous permette de refaire communauté de destin, de nous retrouver sur un objectif partagé, que l'on soit un enfant scolarisé, un enfant jusqu'à l'adulte et au retraité, aux ingénieurs, aux chercheurs, aux professeurs, aux salariés, bref, faisons communauté de destin autour d'un objectif commun. Un peu comme, justement, Kennedy l'avait fait il y a près de 50 ans maintenant, quand il avait dit à la nation américaine, au début des années 60, je vous assure que dans 10 ans, on sera sur la Lune. Genre, le regardait avec les yeux grands comme ça, et il a mobilisé la nation américaine autour d'un objectif, 8 ans plus tard, ils étaient sur la Lune. Alors, moi, évidemment, le but, c'est pas qu'on aille les Français sur la Lune, hein, je dis, parce que moi, j'ai précisé aussi, ça a déjà été fait, mais c'est simplement de dire qu'on peut parfaitement, d'ici 2050, parce que sur le papier, les
Les scénarios existent. Avoir une économie entièrement décarbonée. Si j'avais été président de la République, voilà moi la direction que j'aurais donnée à la nation. En disant, voilà ce qu'il faut faire pour transformer notre industrie et qu'elle se convertisse à une économie véritablement circulaire. Voilà ce qu'il faut faire pour notre modèle agricole. Voilà ce qu'il faut faire pour les mobilités. Voilà ce qu'il faut faire pour les logements. Voilà ce qu'il faut faire en matière de sobriété et d'efficacité énergétique. Voilà les pièces du puzzle qu'il faut assembler. Et voilà pourquoi il faut mobiliser toutes les énergies de la nation, privées et publiques, la recherche, l'innovation, les chercheurs, les entrepreneurs, bref, mobiliser la nation autour de cet objectif. C'est l'association Négawatt qui la première fois a mis ces scénarios sur la table. Il y en a plusieurs. Mais tout ça est parfaitement réalisable. Il n'y a rien de radical au sens d'inaccessible, rien d'utopique au sens de si loin qu'on ne le verra jamais. C'est sur la table. Nous pouvons le faire et en 2050, nous pouvons avoir la première économie mondiale décarbonée. Si tu étais là, je vous le dis, il aurait fait ça. Moi j'aurais dit bon. Beaucoup. Et je le dis pour mes filles. Hein. Moi je veux pas, et j'imagine que beaucoup d'entre vous sont dans cette situation. Moi j'ai une fille qui a 10 ans, on va avoir 11 là, j'en ai une qui a 7, j'en ai 7. Je me pose la question, quel est le monde que je vais leur laisser? Irrespirable, de plus en plus chaud, exposé à des risques de plus en plus grands. Pourquoi? Parce que les migrations de population augmenteront les tensions et le désir des peuples de se protéger en se dotant de pouvoirs totalitaires, autoritaires, racistes. Tout ça existe. Vous le voyez là, c'est... Parce que le point de bascule, dites-le-vous bien, à 1,6 degré, qu'est-ce qui déclenchera sur le plan politique? Quand on rentrera dans des processus irréversibles sur le plan climatique, un repli des peuples, et donc il déclenchera un autre point de bascule, ou une autre bascule, potentiellement vers le fascisme, le nationalisme, ou ses issues totalitaires et autoritaires. L'affaire, elle est sérieuse. C'est pour ça qu'il fallait attendre beaucoup de ce président, non pas parce qu'il s'appelait Macron, et parce qu'il devient président à ce moment précis où l'intérêt général doit commander de mobiliser toute la nation vers un objectif commun. Mais pas de bol, c'est vrai, pas de bol. On se paye le président le plus lié au lobby privé, finalement le plus éloigné de l'intérêt général qui soit. Une fois que c'est posé, se dire bon maintenant il faut attendre dans 3 ans, peut-être dans 3 ans. Non, il faut en tout cas tout faire pour espérer que le mouvement social corrige le tir. Et c'est vrai que ça nous manque cette vision-là. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas le discours de ce soir, ou de ce matin, pardon, qui change fondamentalement quoi que ce soit. C'est moi ma grande déception, c'est que je reste moi comme citoyen, mais comme papa, on va dire je parle maintenant comme ça de plus en plus, je reste profondément inquiet du monde que je vais laisser à mes filles. Je les vois grandir, ça se passe bien, elles sont à l'école publique, on garde plein de choses, il y a des services publics, non, mais il y a plein de trucs encore dans ce pays. Mais là, je me dis, il faut quand même avoir conscience de ce qui est en train de se jouer et devant des élites européennes, mondiales, qui continuent à se dire, de toute façon, nous, là où on est, on n'arrivera toujours à sauver nos fesses, et qui poursuivent sur une logique de croissance exponentielle, puisque c'est les objectifs qu'elles assignent au monde et à l'économie et aux travailleurs dans un monde fini. On dit qu'on peut faire une croissance infinie dans un monde fini. Absurdité totale. Chaque année, le jour du dépassement, c'est-à-dire le moment où on a utilisé, exploité toutes les ressources renouvelables et de plus en plus tôt, et c'est de plus en plus tôt qu'on attaque les stocks, aujourd'hui, le danger est de plus en plus imminent et on continue. Et donc, il y a un président qui dit qu'il faut faire la croissance, et c'est absurde. C'est absurde. Et pourtant, on est gouverné objectivement par des fous. Par des gens qui sont plus...
déclaration, on la leur met bien profond dans le crâne. J'ai le geste quand même. J'aurais hésité. Et donc dans le crâne, voilà, et donc il n'y a plus que la mobilisation démocratique sociale, et moi j'espère que celle-ci nous y aidera. Alors, du coup la gauche, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, c'est vrai que je vais en dire un mot aujourd'hui. Je vais être assez franc. Autant j'ai été très franc, je vous dis très sincère quand je dis je suis content que le fin soit vite et fait que ça l'aide. Autant je vais être aussi sincère pour vous dire ce qui, moi, commence maintenant à me fâcher. La gauche, elle va pas bien pourquoi? Parce que dans ce qu'on appelait la gauche, ce continent dans lequel il y avait aussi des pays avec des frontières, des gens qui se regardaient parfois en chien de faïence, mais c'était le même continent. Et quand une des nations arrivait en tête au premier tour, toutes les nations se réunissaient derrière elle pour espérer la faire gagner au second tour. En tout cas, c'était le principe du désistement républicain, c'était la même fête. Et dans ce continent-là, on trouvait la gauche radicale, très radicale, la gauche modérée, les écologistes, jusqu'il y a peu encore. Alors regardons dans quel état elle est. Le problème que nous avons collectivement, pour ceux qui se disent de gauche et croient au clivage droite-gauche, c'est qu'il y a de plus en plus de gens de la gauche, j'adorerais qu'il y ait de plus en plus de gens de droite qui disent ça, de plus en plus de gens de gauche qui disent « Non, ça ne m'intéresse pas de me dire de gauche ». Le clivage droite-gauche, ce n'est pas le clivage opérant. Quels sont les premiers à avoir fait ce mouvement? Les sociodémocrates ou une partie d'entre eux, qui ont mis en œuvre l'indifférenciation droite-gauche au pouvoir. C'est-à-dire, on avait des discours qui pouvaient être jolis aux oreilles, et ensuite des politiques en matière de sécurité, de services publics, économiques, même en matière de droit du travail, jusqu'à la déchéance de la nationalité, qui finalement tout brouillait, où vous ne saviez plus qui était de quel camp, sinon vous n'aviez pas les politiques de gauche qui étaient mises en œuvre, mais des politiques de droite. Donc le premier bloc à avoir fait sécession, il est venu de la social-démocratie. Moi, ça me fait mal de le dire, parce que j'ai été membre de la social-démocratie des années et des années. On l'a vu. On a vu cette tension grandir, au point qu'on en arrive à cette rupture. Et cette rupture, c'est sous le quinquennat de François Hollande qu'elle a éclaté. Mais elle avait déjà éclaté en différents points du continent européen ou sud-américain, dans le reste du monde, parce que la social-démocratie, faute d'être assez sociale et faute d'être démocratique, n'était plus capable d'honorer sa promesse principale, et donc, a fini par perdre aussi le soutien de sa base sociale et les suffrages des électeurs. On en est là, mais retenons que c'est de là que sont venus les premiers messages sur il faut dépasser le clivage droite-gauche, etc. Alors bon, dans la campagne présidentielle, j'en ai vu un paquet pour dépasser le clivage droite-gauche. Bon, ça fait bizarre quand même, hein. Je ne dis pas que là j'en rigole, mais au moment où ça arrivait, je me disais, quand même, on faisait des listes, nous, on disait, il reste plus grand monde. Mais voilà, c'est la première composante. La deuxième composante, et c'est plus récent qu'elle revient, à mon avis, à ce qui est pour elle un démon. C'est l'écologie politique, qui dit, finalement, nous aussi, c'est ni droite ni gauche. Et d'ailleurs, elle trouve à l'incarner, en ne nous appelant pas à voter dans la première circonscription de l'Essonne pour la candidate de gauche aux dernières élections législatives. En considérant là aussi que l'écologie politique est un projet politique en soi qui n'a à se déterminer ni par rapport à la gauche ni par rapport à la droite, ce que je peux entendre, mais ce qui veut dire qu'en termes de conclusion stratégique, on peut gouverner et avec la droite et avec la gauche. Et en Allemagne, c'est ce qui se passe. Ou, indifféremment, les Grünen allemands peuvent gouverner avec les libéraux, les conservateurs ou les sociodémocrates. Moi, je le dis, là encore, c'est une hérésie que de considérer que l'écologie politique peut trouver un agenda satisfaisant en s'accommodant du libéralisme. Qui va me dire aujourd'hui qu'il serait raisonnable, d'ailleurs Hulot en a tiré des conclusions lui-même, il dit j'ai tenté
J'ai tenté la conséquence que je tire de tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'écologie efficace avec le libéralisme. Il le dit, et il le décline. Or, c'est le meilleur des écologistes, on peut ne pas aimer, hein. Mais c'était le plus populaire, celui qui avait le plus de charisme, le plus, qui était quand même cortiqué et vertébré sur le plan politique. Il essaye, il tente, au bout d'un an, il constate que la France a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre, que l'artificialisation des sols a continué, que la biodiversité est toujours menacée, que le nombre d'insectes ne cesse de diminuer, que le nombre d'espèces d'oiseaux également, etc., etc., etc. Par quelque bout que vous preniez, le bilan écolo de Macron est négatif en termes d'impact environnemental. Donc il le dit, il en tire la conséquence, et que se passe-t-il en France? Ben, vous avez aujourd'hui la direction Weber qui dit ben, nous on n'est ni de droite ni de gauche. Donc encore une formation du continent qui dit ce clivage-là ne m'intéresse pas. Et la troisième formation, là c'est plus délicat de dire la formation, parce que c'est, en l'occurrence la France insoumise est plus complexe que ça, d'abord parce qu'elle est plus nombreuse, et c'est elle aussi, à travers son chef, qui dit aujourd'hui, comme elle l'avait dit hier, même si elle est un peu aujourd'hui, comme elle l'a dit avant-hier, même si elle le disait avant hier, que la gauche n'est pas un concept pertinent pour penser la conquête du pouvoir et surtout agréger les classes populaires et les classes moyennes à un projet politique qui doit faire une majorité sociale, une majorité politique. Et qui revendique donc une stratégie populiste. Bon alors moi je vais dire tout de suite très clair comme ça, le message il va passer. Moi je veux bien qu'on me dise Benoît, si tu t'étais rallié à nous, on n'aurait pas perdu. Mais on ne peut pas me dire après, Benoît, parce que tu t'es rallié à nous en Essonne, on a perdu. Parce que moi, je crois... Et d'ailleurs, je le dis à Jean-Luc, amicalement, c'est son point de commun avec François, parce qu'ils se connaissent très bien. C'est que François, comme Jean-Luc, dit c'est la faute à Benoît. François a dit j'ai pas pu me présenter à cause de Benoît et des frondeurs, et Jean-Luc, j'ai pas pu être président de la République, ou j'ai pas gagné la circonscription d'une manière ou d'une autre, ou parce que Benoît m'a pas soutenu, ou parce qu'il nous a soutenus. C'est chapi-chapeau, quoi. C'est pas possible. Surtout quand, je vais rappeler quelques événements, au moment où il y a les manifestations sur les ordonnances Macron sur le travail, la France insoumise fait sa manifestation. Elle n'est pas bien accueillie par les syndicats, souvenez-vous. Que fait Génération, le mouvement du 1er juillet à l'époque? Il décide d'aller à la manifestation au nom de l'unité des luttes. Et pourquoi? Parce que nous considérions que dans la Ve République, la formation arrivée en tête avait la responsabilité, à gauche, de proposer les conditions de l'unité et du rassemblement. Moi, je peux vous dire que je me serais passé des colibés que j'ai entendus le jour où j'y étais. Hein. Et je l'ai fait au nom de l'intérêt général, en disant une chance est donnée à la gauche de se rassembler. Beaucoup me disaient, tu verras, ça ne marchera jamais. J'aurais dit, on ne peut pas ignorer le verdict du suffrage universel. On ne peut pas l'ignorer, même si je sais que beaucoup d'électeurs qui me disent j'ai voté utile Macron se disent, bah ouais, c'est un peu utile. Et je dis sans rire, on rigole, mais il y en a beaucoup qui se disaient, écoutez, moi j'en ai vu, hein, des infirmières, des gens qui disaient, bon j'ai compris que si je vote Macron, je vais morfler. Mais je vais le faire pour ne pas avoir Le Pen. Mais quand vous avez la politique dégueulasse qu'on fait vis-à-vis des migrants, vous avez le droit au fait de morfler sur vos conditions de travail, mais vous avez du quasi Le Pen sur les politiques migratoires. Vous faites ça. Parce que son honneur eût été sur ces questions fondamentales de l'hospitalité, de l'accueil, d'être à la hauteur du vote de ceux qui savaient qu'ils allaient morfler parce qu'ils allaient être licenciés plus facilement, qu'il allait avoir moins de moyens pour l'hôpital public, qu'on allait casser les services publics, qu'ils allaient en prendre plein la tête, mais ont quand même mis, pour ne pas avoir Le Pen, un
va me faire mal pour éviter d'avoir le pire. Et qu'est-ce que j'ai, pardon de le dire, hein. Mais en quoi la politique vis-à-vis de l'Aquarius, de la France, se différencie-t-elle du fasciste Salvini? En rien. J'aurais adoré que ce ne soit pas le cas pour pouvoir se dire, voilà, au moins sur ces principes, on pourra construire quelque chose qui est quelque chose de durable. Parce que quel est le message qu'on envoie à ceux à qui on ferme la porte? C'est un message de violence. Ce sont des êtres humains que l'on maltraite, que l'on ne secourt même pas en Méditerranée. Mais quel est le message qu'on envoie à notre propre môme, à notre propre jeunesse? Quelle est l'idée qu'on se fait misérable de considérer qu'on n'est même pas capable aujourd'hui, nation française, d'accueillir quelques milliers de personnes? C'est de ça dont on parle. Non-assistance à personne en danger. C'est de ça dont on parle. Mais même vote utile pour l'opposition officielle, libre à vous de penser si ça a été très utile. Hein. Si celle-ci est à la hauteur de ce que vous attendiez d'elle dans le débat politique. Donc maintenant, moi, je vais vous dire les choses comme je les vois. Génération, on va travailler à l'unité. Mais on va le faire sur des bases politiques claires. Sans refuser évidemment d'être interpellé par tous les mouvements citoyens qui interrogent le politique sur ses responsabilités. Tous les jours, on le fait. Mais moi, je ne m'accommoderai pas, je vous le dis, d'un certain nombre de compromissions qui, à vouloir chevaucher le dragon, nous amèneront par aller tous ensemble dans le mur. Pourquoi je dis chevaucher le dragon? C'est une jolie expression, proverbe chinois, je crois, qui dit « Faut que tu chevauches le dragon ou le tigre, je crois », c'est très difficile de remettre le pied à terre. Et c'est là où aujourd'hui, moi j'interroge la stratégie de la FI quand elle court après les gilets jaunes. Moi je dis, il y a une légitimité à ce que ce mouvement existe. Il y a un fondement qui parle à la gauche. Mais, je vous le dis, moi je n'irai pas dans la rue mettre un gilet jaune si je pense que d'autres qui le portent à côté de moi diront, comme c'est le cas à Toulouse et d'avoir entendu à Toulouse, il n'y aura pas de mégadin, on mangera des cochons si on a envie de manger des cochons. C'est pas notre mouvement, ça. C'est pas notre mouvement. Et moi j'ai croisé des gilets jaunes à la manif à Paris, j'étais à la manif contre les violences sexistes et sexuelles. On a dans le métro, on a croisé des gilets jaunes, ça s'est bien passé, et on a vu qui? On a vu des papiers, des mamies, notamment, qui en avaient marre, et moi j'étais totalement d'accord avec ça, mais engager notre mouvement parce que la mobilisation serait peut-être insurrectionnelle, que ce serait la révolution, sérieusement. Non mais c'est comme ça, c'est pas suffisant ça. Alors sur quoi on construit la gauche? Je l'ai évoqué tout à l'heure, oui ou non changeons de modèle de développement. Continue-t-on, par exemple, à dire que l'amélioration collective de notre situation dépend de la croissance? Notre réponse, à notre en tout cas, c'est non. Nous pensons aujourd'hui que la seule croissance du PIB ne fera pas le bonheur de la société française et ne nous donnera même pas les moyens de redistribuer pour garantir nos services publics, maintenir de l'emploi dans ce territoire et surtout avoir un développement qui soit compatible avec l'avenir de la planète. Première chose. Donc cette question fondamentale de notre rapport à la croissance du PIB, au développement, elle est centrale dans la reconstruction de la gauche. Deuxième question, le travail. Oui, nous sommes favorables à des augmentations de salaire. Oui, nous sommes favorables à des augmentations de pension. Oui, nous sommes favorables à ce que les gens vivent mieux de leur travail. Mais nous disons qu'il est en train de se passer un bouleversement, une métamorphose du travail qu'il serait très dangereux pour la gauche d'ignorer. Il y aura demain, et c'est une bonne nouvelle, probablement, certainement, moins de travail, et moins de travail humain nécessaire pour produire ce dont l'humanité a besoin. Cela veut donc dire qu'il y a moins de travail, il y aura aussi moins de cotisations pour financer notre protection sociale. Et qu'il faudra réfléchir, d'une part, à la manière dont on assure la pérennité des systèmes sociaux,
mais aussi de la manière dont on assure à chacun la possibilité de vivre correctement, mais aussi d'être autonome, c'est-à-dire de ne plus dépendre d'un emploi et seulement de son emploi pour pouvoir vivre décemment. C'était notre proposition de revenu universel. À droite, on critique à gauche, moi j'ai aucun problème à ce qu'on en discute. À gauche, on nous dit non, mais c'est un truc finalement de droite, quand même donner entre 600 et 800 euros à toute personne en plus de son travail, de sa retraite. C'est peut-être un truc de droite, mais il n'y en a pas beaucoup à droite qui quand même comme ça ne brise pas le capitalisme tout de suite, il faut lui préférer un autre système, et moi je ne suis pas en discuter. Le salaire à vie. Alors évidemment, moi j'ai vu dans nos opposants, on a des vrais puristes qui nous disent que le salaire à vie c'est mieux. Et c'est un programme là aussi de aucun parti politique. Nous on assume, et je l'assume même au présidentiel, ce débat-là, d'un nouveau rapport au travail, du fait qu'on assure un revenu pour tous qui ne soit pas seulement dépendant de l'emploi. Vous croyez que ce n'est pas possible, sans doute, beaucoup d'entre vous disent. On aimerait y croire, mais c'est quand même compliqué. Non, si, je suis sûr qu'il y en a qui vont vous mentir, c'est sauf que, je ne l'ai dit pas, en tout cas présidentiel, si je commence au revenu universel, je vais vous faire 3 heures. Non, mais, je vous livre, j'étais invité dans la très sérieuse école normale supérieure, en tout cas peu, avec des agrégés, etc. Des sérieux. Bon, très revenu universel. Et il y avait un économiste, je ne me souviens plus, il m'envoie plus sa mort, je ne me souviens plus de son nom, qui était là pour me faire l'opposition anti-revenu universel tel que je le propose. Et bon, vous savez, ce sont tous ces gens qui savent, et ils me disaient, oh, c'est pas possible, ça coûte trop cher. Et il me dit, vous vous rendez-vous compte? Alors il s'adresse à la salle, comme je dis, les gens de l'ANES, c'est plutôt sérieux, je ne sais pas, vous n'êtes pas sérieux, mais... Et vous rendez-vous compte la part du PIB que cela représente, votre affaire, monsieur Hamon? Nous, il s'avère qu'on sait faire des calculs, qu'on a des économistes, qu'on travaille un tout petit peu, merci. Mais je lui dis, c'est intéressant, on va mettre de côté cette question, donc je lui réponds, je lui dis, pouvez-vous me rappeler, juste vous, qui êtes intelligent, qui avez une grande connaissance, quelle est la part du PIB que la France a consacrée à la création de la sécurité sociale en 1945? Quel est le montant de la richesse nationale en transfert de richesse qu'on a consacré à, au fait, au moment où notre PIB a été ratapla, où notre outil de travail, nos industries étaient détruites, où notre main-d'œuvre revenait ou du STO ou des camps de prisonniers, plus le traumatisme de l'occupation, de la collaboration, etc. Quel est, à cette époque, le montant du PIB qu'on a créé, qu'on a consacré à la création d'assurance maladie d'un système de retraite? Supérieur à ce que ça coûterait le revenu universel aujourd'hui. Donc le sujet de cette affaire, ne vous laissez pas enfumer par la question de la part de PIB. Le sujet c'est, veut-on organiser les transferts de richesse de façon à assurer demain un revenu universel ou pas? En 1945, ils l'ont fait. Le sujet pour nous, me semble-t-il, c'est pas dire il faut revenir au Conseil national de la résistance. Le Conseil national de la résistance, il a réfléchi à la protection sociale en 1945. Si on y réfléchissait en 2018, avec les robots qui aujourd'hui vont nous offrir l'opportunité de soulager des travailleurs de tâches qui leur tuent le squelette, ou alors de méthodes de management qui leur tuent la tête. C'est génial ça. Moi je ne suis pas dans un ennemi du progrès technologique. Il faut qu'on l'exploite au service du progrès social et humain. Ben, quand on a ça, qu'est-ce que c'est la protection sociale? Comment on la finance? Est-ce qu'on continue à tout asseoir sur les cotisations sociales employeurs et salariés? Est-ce qu'on pense justement à un revenu universel qui ne va pas être distribué sous la forme de 600 ou 800 euros du jour au lendemain à tout le monde? Ça, on n'y arrivera pas. Mais par étapes, comme la Sécu. Les droits que vous avez à la sécurité sociale aujourd'hui sont incomparablement plus élevés que ce qu'ils n'étaient à sa création, strate par strate. C'est ce que nous proposons. Rien d'inaccessible à tout ça. Mais ces questions-là, sur le travail, elles seront centrales dans la reconstruction de la gauche. Il me semble qu'on ne peut pas incarner un programme qui soit simplement nostalgique de ce qu'on aurait aimé faire quand on était au pouvoir et qu'on n'a pas fait. Qu'on ne peut pas résumer aujourd'hui la parole de la gauche sur le travail à une
une revendication de réduction du temps de travail, je suis pour, et d'augmentation des salaires, je suis pour. Mais tout ça, on l'a déjà dit, déjà fait, ou déjà dit et pas fait. Et donc la question centrale, me semble-t-il, c'est, dans nos sociétés à l'avenir, voulons-nous que la seule chose qui détermine la place qu'on a dans la société, et dans la hiérarchie sociale, ce soit le travail? Le diplôme, plus le travail. Est-ce que c'est ça qu'on veut toujours? Ou est-ce qu'on considère que dans une société moderne, on doit pouvoir exister, s'épanouir par le travail, mais aussi par toute une série d'autres activités qui ne sont pas le travail? C'est ce que nous portons. Bon, alors on va continuer. On va se battre pour. Et on va se battre pour quand? Dans les élections qui vont venir, et sur un sujet, là encore, qui va être déterminant pour la reconstruction de la gauche. Et je terminerai par ça. L'Europe. Bon, il n'y a pas, j'imagine, un seul ici qui va dire que ça marche bien. Même Macron dit que ça ne marche pas. Enfin, ça marche bien pour ses amis, mais il est quand même un peu obligé de dire que ça ne marche pas bien. Bon. Et on nous dit tous que ça ne marche pas bien. Et on sait tous pourquoi ça ne marche pas bien. Ça n'est pas assez démocratique. Ça se fonde essentiellement sur l'idée que le bonheur passe par un marché unique dans lequel chaque acteur économique se meut, prend des décisions en fonction de son intérêt optimal. Ça ne se passe pas comme ça, évidemment. Donc nous avons créé un grand marché, une faible puissance publique, un nain politique, et en plus qui ferme ses frontières aujourd'hui aux demandeurs d'asile, aux migrants économiques, à tous ceux qui espèrent fuir la misère chez eux pour espérer avoir l'espoir d'une meilleure chez eux. Donc oui, ça ne marche pas. Et indiscutablement, les traités européens ont une responsabilité là-dedans. C'est la raison pour laquelle, dans l'alliance que nous avons construite au niveau européen, le printemps européen avec Yanis Varoufakis, nous mettons la question des traités comme centrale dans notre projet politique. Oui, nous voulons changer les traités. D'ailleurs, lors de l'élection présidentielle, rappelez-vous, je crois être un des seuls à avoir mis un projet de traité de démocratisation de la zone euro. J'avais travaillé avec Thomas Piketty et bon nombre de juristes sur la table. Quand j'ai été à la Commission européenne, c'était pour dire voilà ce que nous ferons si je suis élu président de la République et ce que nous mettrons sur la table. Un projet de démocratisation de la zone euro, la volonté d'avoir une véritable puissance publique européenne dotée d'un budget, bref, etc., etc. Tout cela, nous l'avons dit, nous l'avons écrit, on a un peu plus que quelques pages de biscuits. Mais doit-on aujourd'hui dire que si jamais tout ce que nous mettons sur la table n'est pas mis en œuvre dans un délai réduit, à ce moment-là, la France pourrait sortir de l'euro, ou laisse entendre qu'elle pourrait sortir de l'euro, et donc sortir de l'euro. Est-ce qu'on peut faire couvrir ce risque un autre pays? Pourquoi je dis couvrir ce risque? Moi, je crois qu'il n'y a pas de solution nationale à la crise européenne. Je crois qu'il n'y a pas de solution à la crise européenne qui se réduise à un rapatriement des compétences à l'intérieur de nos frontières. En clair, je ne crois pas que la concurrence entre les nations ce soit bon, comme je ne crois pas que la concurrence actuelle entre les individus soit bonne. Voyez-vous, aux européennes, deux projets s'affrontent. Ils ont un point commun. La concurrence et la compétition. Les libéraux pensent que la concurrence entre les individus, entre les systèmes sociaux, entre les entreprises, assurera la prospérité et donc le bonheur du continent européen. Les nationalistes et quelques-uns de leurs avatars pensent que le retour à l'intérieur des frontières nationales de toute la souveraineté et donc la concurrence entre les nations, parce que c'est ça, garantira aux citoyens de vivre heureux. Eh bien nous le défendrons fortement. Nous disons que la gauche ne se reconstruira pas, et d'ailleurs que l'Europe ne se reconstruira pas, sans assumer totalement le principe de coopération. Nous croyons à la coopération. C'est valable dans le champ économique, c'est valable dans le champ politique. Et nous le défendrons en disant deux choses. Oui, nous changerons les traités, nous voulons les changer. Et nous savons aussi que ça suppose une coopération pour le faire. Mais la question
qui nous sera posée au lendemain même de l'élection européenne. C'est qu'en dehors du fait qu'on dise qu'on veut changer les traités, qu'est-ce qu'on fera d'autre dans le cadre des institutions actuelles? Ce qui est fou, c'est qu'on a parfois l'illustration que quand la gauche se réunit au Parlement européen, elle obtient des victoires. Dernièrement, grâce à nos parlementaires européens de génération, on a obtenu, avec le soutien de la gauche radicale, des écologistes, des sociodémocrates, pas tous, mais quelques-uns, un vote qui a permis, sur la question du travail détaché, de la protection sociale, d'améliorer les droits des travailleurs. Alors évidemment, c'est tout petit par rapport à tout ce qui s'est fait de négatif. Et ça veut donc dire une chose, c'est qu'on sait se réunir parfois pour obtenir des améliorations. Donc c'est déjà en soi une voie. Et moi j'observe que les mêmes qui disent non, on ne discute pas avec un tel, heureusement, quand il s'agit de faire des votes et de construire des solutions, ils le font ensemble au Parlement européen. Nous croyons que les deux seules voies par lesquelles nous pouvons et reconstruire l'Europe, et par voie de conséquence la gauche française, c'est la coopération et aussi la démocratie. Moi je reste aujourd'hui profondément attaché au projet européen. Alors, pas le projet libéral, pas ce qui se passe aujourd'hui dans l'Union européenne, mais le projet européen qui pose comme principe que la coopération entre nos peuples, est la voie naturelle, spontanée par laquelle, eh bien, d'abord, les peuples veulent aller et doivent aller dès lors que l'on vise l'égalité entre les citoyens. C'est ça le projet de la gauche. L'internationalisme, c'est l'égalité des citoyens sur toute la planète. Et pour commencer, on a commencé par quoi? Par essayer de le faire avec nos voisins, et puis plus généralement sur le continent européen. Là encore, imaginez le message qu'on enverrait, je parle toujours de mes petites filles, à nos enfants, si on pose pour acquis aujourd'hui que finalement, le libéralisme a tué l'idée européenne elle-même. Qu'en jetant le libéralisme, on doit jeter le projet européen au ciel. Ça n'est pas possible. Alors je sais bien que, je ne vais pas caricaturer, tout le monde à la France insoumise ne dit pas ça, ça ne va pas échapper. Mais la question qui est posée toujours, pardon de le dire, c'est qu'entre les projets politiques et la stratégie, il faut regarder et l'un et l'autre. Moi j'ai bien vu, tout le monde est pour l'Europe qui marche. Mais si dans la stratégie, on fait un choix qui est de dire, si vous ne nous suivez pas, on ne se contentera pas seulement de faire de la désobéissance et des chaises vides, mais on pourrait partir, c'est pas pareil. Parce que là, on n'est plus d'accord. Parce que le désaccord stratégique, il est important, central. C'est la raison pour laquelle on va avoir ces débats avec la reconstruction de la gauche. Je le dis, cette reconstruction de la gauche, elle ne se fera pas sans tumulte, sans discussion, sans fracas parfois. Mais tout ça est nécessaire. En tout cas, nous y sommes disponibles, et de manière bienveillante. Moi, je dirais jusqu'où je peux aller et jusqu'où je ne veux pas aller. Et je vais terminer en m'adressant aux citoyens de gauche, et puis qu'ils soient engagés dans des partis ou pas. Moi, j'ai décidé d'arrêter de faire de la politique en regardant des gens avec lesquels je suis à 75% d'accord, en me disant, bon, bah, ok, vivons séparément, on a beau être d'accord, on ne fait pas les choses ensemble. Moi, je ferai tout pour me retrouver sur les mêmes listes, sur les mêmes textes que les gens avec lesquels je partage l'essentiel de ce qu'ils disent. J'en trouve beaucoup chez les Verts, j'en trouve beaucoup au Parti communiste, j'en trouve beaucoup à Place Publique. Les intellectuels de gauche ont décidé de se lancer. J'en trouve chez certains socialistes, j'en trouve à la France insoumise, de ces gens avec lesquels je suis à 75% d'accord. Parfois plus. Hein. Je dis d'autant plus que j'ai passé beaucoup de temps dans un parti où j'étais plus qu'à 25, voire à 10% d'accord avec les gens qui étaient dans mon parti. Donc, de là, en tout cas, d'arrêter de faire la politique à côté de ceux qui sont d'accord avec moi. Donc on va tout faire, nous, à Génération, pour qu'il y ait une belle liste de gauche aux européennes. Il n'y aura pas de plafond sur le résultat, vous le verrez. Ça peut et ça montera très très haut. Mais s'il vous plaît, je le dis aux chefs de parti, tentez tous de survivre, d'assurer la survie de leur appareil. C'est que ne laissons surtout pas
le soin aux électeurs de dire, bon bah écoutez, j'ai 4 listes qui ne même pas dire ce qui les différencie et on me demande d'arbitrer. Ben, ils n'arbitreront pas. Ils resteront à la maison. Ils iront, ils auront bien raison. Ils refuseront de choisir et diront, vous êtes, au regard de ce qui se passe sur le climat, au regard de ce qui se passe en matière d'inégalité, au regard du risque démocratique, vous êtes une bande d'irresponsables. Jusqu'au dernier moment pour que ce ne soit pas le cas. Après, vous ne pouvez pas voir un cas catastrophe. Mais c'est à vous aussi de nous aider pour que demain, la pression existe de la part du peuple de gauche pour que ceux qui vont s'engager en son nom le fassent unis et rassemblés. J'ai donné quelques thèmes forts à nos yeux. On pourra en rajouter beaucoup de thèmes pour reconstruire la gauche. Et cela nous semble, à nous, c'est notre contribution à la génération indispensable. Mais en termes de stratégie, on vous dit les choses aussi clairement. Nous croyons que le clivage droite-gauche existe toujours. Nous pensons que c'est par une stratégie de gauche et de rassemblement de la gauche qu'on reconquérera le pouvoir, que c'est ainsi qu'on changera les institutions et qu'on en finira avec cette maudite 5e République. C'est ainsi qu'on aura une démocratie continue et permanente comme on le souhaite. Mais notre stratégie est claire. Nous ne participerons à aucune aventure qui dise ou repose sur le fait que le clivage droite-gauche n'existe pas. Chaque jour, les citoyens font l'expérimentation aujourd'hui de la droite, même quand parfois c'est au nom de la gauche qu'on fait des politiques de droite. Et il est temps d'aligner les planètes. Qu'on ait l'écologie et la gauche portées dans un projet politique par des gens qui soient des écolos et de gauche. C'est notre projet à nous. C'est valable pour Toulouse, c'est valable pour la Haute-Garonne, c'est valable pour la France, c'est valable pour l'Europe. Je vous remercie.